J'ai le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel pour un sujet qui ne l'est pas moins, puisque nous allons parler de la grande réinitialisation, plus connue sous le nom anglais de Great Reset, excusez mon accent, qui suscite une grande curiosité sur Internet, mais aussi nous allons parler de l'affaire Epstein et des élections américaines notamment, car tout cela est connecté comme nous allons le voir. Alors, pour cela, nous avons avec nous, donc par téléphone, car vous êtes à l'étranger, Xavier Poussard. Bonsoir Xavier Poussard. Bonsoir Thibaut, bonsoir aux éditeurs de Radio Courtoisie, et je suis très heureux d'être dans votre émission et de vous rejoindre. Bon, merci, c'est gentil. Alors, Xavier Poussard, il faut que je vous présente en quelques mots tout de même. Vous êtes l'un des principaux rédacteurs de Faits et Documents, et notamment l'auteur d'un dossier courant sur les 3 derniers numéros à propos de cette grande réinitialisation. Le Great Reset, c'est-à-dire la grande réinitialisation, d'abord c'est un terme qui vient du vocabulaire de l'informatique. Vous réinitialisez votre ordinateur. Ouais. Donc ce terme est apparu après la crise de 2008 dans les milieux financiers en se disant bon, il faudrait réinitialiser le système financier. Alors ça touche à plein de problématiques, c'est-à-dire l'hégémonie du dollar, est-ce qu'il faudrait faire une monnaie mondiale, est-ce qu'il faudrait annuler la dette, quelles conditions, etc. Donc, toutes ces questions-là se sont posées et quand est apparu la pandémie réelle ou supposée ou médiatique, enfin, on va pas rentrer dans ce détail-là, dans cette question-là, mais quand est apparu le Covid-19, le Forum économique mondial de Davos a saisi cette opportunité, a considéré que le Covid-19 était une opportunité pour lancer donc la grande réinitialisation et tout simplement un livre. C'est un livre a été publié par le directeur du patron du Forum économique mondial, Klaus Schwab. Forum économique mondial se réunissent tous les ans, ce que Jacques Attali a appelé l'hyperclasse mondiale, l'hyperclasse nomade. Donc ce symposium de cette hyperclasse qui se réunit tous les ans en général la troisième semaine de janvier, ce Forum économique mondial a publié ce livre au début de l'été pour expliquer quel était son projet. Alors cela dit, donc ce livre, donc, si vous voulez, alors on entend dire c'est une théorie du complot. Non, c'est pas une théorie du complot, c'est un livre où tous les objectifs sont affichés noir sur blanc et sans détour. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu très peu d'écho dans la presse française. C'est-à-dire que le Figaro, le site internet du Figaro, a fait un écho quand a été lancée la grande réinitialisation, c'est-à-dire début juin, mais il n'y a pas eu ensuite, quand est paru le livre début juillet, de recension du livre. Là, le livre est traduit en français fin octobre et j'ai pas vu passer de présentation de ce livre dans les médias. Je dois dire que quand j'ai fait mon dossier pour faire les documents, parce que j'ai traité l'affaire du Covid-19 sous l'angle d'une vraie chronologie des événements, je pensais simplement mentionner la publication de ce livre en pensant que je trouverais dans la presse, y compris anglo-saxonne, voire sur des blogs internet, des gens qui avaient lu le livre et en avaient tiré les meilleurs passages. Or, ce travail, j'ai été très surpris, y compris sur le net anglo-saxon, n'avait été fait par personne. Donc j'ai traduit ce livre, je l'ai lu, j'en ai tiré les passages les plus marquants et ça donne un résultat tout à fait stupéfiant et effrayant. Il faut le dire, puisqu'en fait c'est l'accomplissement du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire l'entrée dans une nouvelle humanité et la création d'un système, comment dirais-je, en réalisant mon dossier, j'ai vraiment, voilà ce que j'ai dit, la lecture du Grand Reset et l'analyse des forces en présence permet d'établir un parallèle avec 1917. C'est une destruction contrôlée de l'économie réelle et de la classe moyenne occidentale, et c'est en fait un bolchevisme 2.0 où le vert a remplacé le rouge, le social c'est muté en durable, et où le rôle de la Tchéka est occupé par une combinaison d'intelligence artificielle et de la 5G. Et en fait, si vous voulez, à la place de la communauté centrale d'un parti communiste, vous avez BlackRock qui entend régner et régir l'humanité, du moins l'Occident, par l'intelligence artificielle via un logiciel qui s'appelle Aladdin. Oui. Voilà, entrer dans ce monde-là. Oui. Oui, c'est assez effrayant. En tout cas, merci pour cette présentation, c'est éloquent. Donc, on a bien compris que ce Forum économique mondial, aussi appelé le Forum de Davos, en début de sa réunion annuelle, réunit vraiment le gratin mondial, des élites officielles connues ou moins connues. Et quant à BlackRock que vous venez de citer, de quoi s'agit-il? BlackRock, si vous voulez, c'est une des plus grosses institutions financières de Wall Street qui a, depuis la crise de 2008, je dirais, supplanté Goldman Sachs, pour faire extrêmement court et pour résumer, qui a des participations et qui règne par des prises de participation sur les 4 gros piliers qui constituent le vrai pouvoir, c'est-à-dire le contrôle des médias de masse, le contrôle de la production cinématographique, c'est-à-dire des séries télé Hollywood, les médias de masse, Hollywood, la finance, c'est-à-dire Wall Street avec les banques centrales. Il y a une vraie domination de BlackRock sur les banques centrales qui s'est mise en place progressivement et qui s'est accélérée avec le Covid-19, puisque BlackRock a récupéré des mandats de la Fed, si vous voulez, pour attribuer les dettes. Donc en fait, BlackRock s'est quasiment substitué à la réserve fédérale américaine et on a de fait pris le contrôle. Et des participations donc dans Big Pharma. Donc si vous voulez, c'est d'ailleurs comment Arte qui est quand même pas une chaîne complotiste, a diffusé l'an dernier un documentaire qui s'appelle BlackRock, les financiers qui mènent le monde. Vous voyez, donc on peut pas être plus clair. Et alors sur le Forum économique mondial, là où ça devient intéressant, c'est que le Forum économique mondial a organisé en lien avec la fondation Bill Gates en octobre 2019 une simulation de pandémie au Covid-19 en octobre 2019, c'est-à-dire 3 mois et demi avant la pandémie, une simulation de pandémie mondiale au Covid-19 co-organisée avec la fondation Bill et Melinda Gates. Or, pendant cette simulation, le virus s'appelait alors, j'ai noté ça dans les documents, j'ai plus en tête. C'est pas Event 201, quelque chose comme ça? Event 201, la simulation, mais le Covid-19, il avait encore Covid-19 avait un nom. Or, ce nom-là est celui qu'on a retrouvé dans toutes les communications relatives à la pandémie jusqu'au 11 février 2020. C'était le 11 février 2020 que le nom a été changé pour Covid-19. Et au forum de Davos, le 23 janvier, a été lancé, donc
par le Forum économique mondial le programme de vaccination qui s'inscrit dans les objectifs du RESET, puisque la vaccination n'est pas simplement une vaccination comme on l'entend traditionnellement, mais en fait un processus d'implantation et un premier pas vers toutes les problématiques relatives au transhumanisme, à l'homme augmenté et in fine à un homme, comment dirais-je, machine, contrôlé, enfin qui est à la fois machine et contrôlé par la machine. Ouais. Vous avez parlé de Bill Gates, donc c'est un des hommes les plus riches de la planète, le fondateur de Microsoft. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet individu qui a l'air de jouer maintenant les philanthropes? Tout ça est un peu obscur, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on comprend pas. Déjà, il y a un premier paradoxe, si vous voulez. Une grande réinitialisation, c'est-à-dire un changement de paradigme. Si vous voulez, tout le monde voit bien que le système est arrivé au bout de ses contradictions et que de contradictions insurmontables, si vous voulez. Et tout le monde voit bien qu'il y a besoin vraiment d'un changement radical. Et en même temps, on ne comprend pas bien pourquoi le Forum économique mondial, qui est précisément composé des gens qui nous ont menés à cette situation, s'auto-investirait pour s'auto-mandataient pour opérer cette réinitialisation, si vous voulez. Donc déjà, c'était une première chose. Ensuite, Microsoft, il est évident que Microsoft participe très officiellement à la grande réinitialisation. Ce sont les GAFA qui se substituent au pouvoir. Et on voit très bien en ce moment avec l'élection américaine, avec la façon dont Twitter se permet de censurer les communiqués du président, alors que justement il n'est pas éditeur, il est juste plateforme, etc. Donc on voit très bien les GAFA, les GAFA, ce sont Pharma et les grands médias. C'est ces quatre pôles, GAFA, grands médias, Big Pharma et institutions financières qui crée une sorte de nouveau comité central, à la manière d'un comité central d'un parti communiste, puisqu'en fait c'est bien de ça dont il s'agit. Si vous voulez, là j'entends par exemple beaucoup de gens parler des élections de 2022. Vous voyez, on entend régulièrement parler des élections de 2022, on a vu Jean-Luc Mélenchon se positionner, ça revient. Mais si j'avais un message à faire passer, il faut bien comprendre qui n'est pas du tout évident qu'il y ait des élections de 2022. Rien que les élections intermédiaires, régionales, sont repoussées sans arrêt. Vous voyez, là on est aux États-Unis, on voit bien comment le processus se déroule, si vous voulez. Donc moi, il faut lire un papier complètement étonnant que j'ai en partie reproduit dans tous les documents de Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur général du Fonds monétaire international, donc en politique internationale, il publie un papier où il parle de cette démocratie Kagoshim. Et il faut comprendre que le grand reset, ce sont les élites, si on veut, je mets élite entre guillemets, mais ce groupe qui a pris le contrôle de l'Occident, qui se dit, bon, après tout, nous faiblissons parce que Poutine ne s'embête pas autant que nous avec la démocratie, les Chinois ne s'embêtent pas autant que nous avec la démocratie, donc pourquoi nous devrions nous embêter avec la démocratie? Et qui en plus veulent importer en Occident des méthodes de contrôle de population calquées sur celles de la Chine, en faisant fi évidemment de toutes les différences culturelles qui existent entre nous et les Chinois. C'est-à-dire que par le confucianisme, tout ce qui est acceptable, je dirais, par les Chinois de façon par leur civilisation, par leur culture, ne l'est pas forcément pour nous. Et donc on voit très bien toutes les protestations que ça engendre, en particulier d'ailleurs dans le monde protestant. Viens voir les réactions en Suède, en Allemagne et aux États-Unis, où la liberté est une valeur encore plus importante que dans le monde catholique. Et on voit que en Italie ou en Espagne, on voit finalement assez peu de protestations. Ouais. Xavier Poussard, vous avez évoqué le président américain, toujours officiellement en poste, donc Donald Trump. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre lui, ces élections très particulières aux États-Unis, et ce projet de grand reset, de grande réinitialisation, auquel sont mêlés donc les GAFA, comme vous le disiez, c'est-à-dire les géants de l'Internet, Google, Apple, Microsoft, Facebook, etc. Quel lien entre ce projet et ce qui se passe aux États-Unis? Pour avoir, en fait, si vous voulez, dans le projet du grand reset, il y a, si vous voulez, les mondialistes actent que le nouvel ordre mondial ne pourra pas s'appliquer à toute la planète. Donc ils parlent d'une régionalisation du mondialisme. Et cette régionalisation, elle court sur l'Occident. On voit très bien que les forces en présence sont essentiellement, je dirais, le Commonwealth, la Commission européenne, donc les élites économiques allemandes, et la finance, disons Wall Street. Voilà. Et la Silicon Valley, Wall Street, le Commonwealth et les élites économiques allemandes via la Commission européenne. C'est le tour de table qu'on établit. Oui. Quand on voit les forces en présence dans le grand reset. Alors pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit, est-ce que on peut lire quelques citations simplement à l'antenne? Oui, bien sûr. Pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Je pense que c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Bien sûr. Alors je vais citer quelques citations tirées donc, du livre Covid-19, le grand reset. Donc grand reset qui doit être mis en œuvre, si vous voulez, tout au long de l'année 2021 et qui doit être entré en vigueur en juin 2021 à l'occasion de la réunion du Forum économique mondial, qui exceptionnellement se tiendra cette année en juin 2021, donc en janvier et en juin à Lucerne en Suisse. Donc voilà ce qui est écrit. La gouvernance mondiale est au cœur de toutes les autres questions. L'hypothèse fondamentale est que la pandémie pourrait continuer à nous affecter jusqu'en 2022. Un retour complet à la normale ne peut être envisagé avant qu'un vaccin ne soit disponible. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. La réponse est courte, jamais. Il y aura une ère avant coronavirus et une ère après coronavirus. Là, petite parenthèse, on voit bien que c'est un projet messianique. Puisque l'ère avant, quelque chose, c'est Jésus-Christ normalement. Là, on parle du coronavirus donc comme étant un objet messianique. C'est important de prendre la mesure. Nouveau centre de l'histoire. Oui. C'est très important de comprendre ce que ça veut dire. Lorsqu'ils sont confrontés, certains dirigeants de l'industrie et certains cadres supérieurs peuvent être tentés d'assimiler la réinitialisation à un redémarrage. Cela n'arrivera pas parce que cela ne peut pas arriver. Les mesures de distanciation sociale et physique risquent de persister après la disparition de la pandémie elle-même, justifiant la décision de nombreuses entreprises de différents secteurs d'accélérer l'automatisation.
Il est loin d'être certain que la crise du Covid-19 fasse pencher la balance en faveur du travail contre le capital. Politiquement et socialement, cela serait possible, mais la technologie change la donne. Jusqu'à 86% des emplois dans la restauration, 75% des emplois dans le commerce de détail et 59% des emplois dans le divertissement pourraient être automatisés d'ici à 2035. Jusqu'à 75% des restaurants indépendants pourraient ne pas survivre au verrouillage et aux mesures de distanciation sociale ultérieures. Donc là, ça c'est quelque chose qui est très important parce que beaucoup de restaurateurs se disent mais nous on a fait tout ce qu'on nous a dit, on s'est adapté, etc. Et puis après tout, est-ce que nous sommes vraiment vecteurs de virus. Beaucoup de petits commerces ne comprennent pas pourquoi les supermarchés restent ouverts et eux doivent fermer. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas simplement les gros qui mangent les petits, comme à la limite, on présente ça comme ça, c'est les gros qui mangent les petits, après tout, c'est un phénomène naturel, etc. Non, c'est une interdiction d'exercer une activité économique pour les petits, parce que les petits doivent disparaître. Il faut bien comprendre. Ouais. Donc là, je continue à citer, aucune industrie ou entreprise ne sera épargnée. La tyrannie de la croissance du PIB prendra fin. Donc là, c'est très intéressant, parce qu'en fait, on rentre dans ce qu'on appelle la décroissance. Et en fait, le mondialisme tombe le masque, et en fait, on découvre que les véritables mondialistes sont altermondialistes, et qu'en fait, l'altermondialiste en haillon qui réclame, je sais pas moi, la régularisation des sans-papiers et l'écologie, en vérité, lui, est le véritable mondialiste. Ouais. Alors, je poursuis. La fiscalité augmentera. Comme par le passé, la logique sociale et la justification politique tout le temps des augmentations seront basées sur le récit des pays en guerre. Mais cette fois, contre un ennemi invisible, le coronavirus. Le contrôle public des entreprises privées augmentera. Les entreprises n'adhéreront pas nécessairement à ces mesures parce qu'elles les considèrent comme bonnes, mais plutôt parce que le prix à payer pour ne pas s'y soumettre sera trop élevé en termes de colère des militants. Donc là, les mondialistes disent bien que leurs militants, ils ont des militants. Donc, ils sont des militants. Donc là, ils nous disent qu'ils sont leurs militants. L'activisme des jeunes s'accroît dans le monde étant révolutionné par les réseaux sociaux qui accentuent la mobilisation à un niveau qui aurait été impossible auparavant. Il prend de nombreuses formes différentes, allant de la participation politique non institutionnalisée aux manifestations et protestations, et aborde des questions aussi diverses que le changement climatique. Donc là, c'est Greta Thunberg, etc. Les réformes économiques, l'égalité des sexes et les droits LGBT. Ouais. Vous voyez, la jeune génération est fermement à l'avant-garde du changement social. Il ne fait aucun doute qu'elle sera le catalyseur du changement et une source d'élan critique pour le Great Reset. Donc là, quand vous voyez les foules débauchées, d'ailleurs, il n'y a pas grand monde, faire la fête, soi-disant, pour la victoire de Joe Biden, vous voyez 5 afro-américains qui sont tambour avec des LGBT, ça, si vous voulez, pour eux, ça c'est le catalyseur de la grande réinitialisation, si vous voulez. Donc, le Black Lives Matter, c'est comme ça qu'il faut comprendre tous ces mouvements-là. En fait, c'est une armée de proxy, si vous voulez, quand toutes les manifestations lycéens pour le climat, toutes les manifestations LGBT, toutes les manifestations de minorités, c'est en fait l'alliance réelle ou supposée, ou en tout cas espérée des minorités. Et d'ailleurs, c'est là que se rencontre le concept de l'intersectionnalité, qui est un concept très intéressant, parce que là, je regardais les nouveaux élus démocrates, et si vous voulez, vous êtes que dans ce qu'ils appellent l'intersectionnalité. Je m'explique, c'est très simple. Si par exemple, vous êtes un homme blanc homosexuel, eh ben non, ça va pas vous dégager. Si vous êtes un noir hétérosexuel, un noir homme hétérosexuel, vous dégagez. Là, c'est le concept de l'intersectionnalité, si vous voulez, pour les globalistes, c'est qu'en fait, il faut cumuler 2, voire 3, si vous voulez. Et regardez, donc c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes un noir homosexuel, là ça va. Si vous êtes une blanche lesbienne, ça va, parce que vous combinez l'homosexualité et le fait d'être une femme. En fait, il faut combiner comme ça plusieurs. Et donc là, j'ai regardé les nouveaux démocrates dans un parlement, dans des États, et je voyais il y avait une photo, donc c'était des nouveaux élus, et c'était un noir obèse. Et je regarde en dessous son CV pour voir à quoi ça correspondait. Et alors, ce qui était étonnant, c'est déjà dans les CV, il n'y avait pas de profession. Dans les CV des candidats démocrates, il n'y avait pas de profession. Et en fait, leur CV se résumait à leur intersectionnalité. Et donc en fait, j'ai appris que ce noir obèse était en fait la première femme transgenre noire élue. Ah, en fait, c'est ça en fait le catalyseur du Grand Reset. Ça se rapproche beaucoup de ce film assez étonnant qui s'appelle Idiocratie. Vous l'avez vu? Non, je l'ai pas vu. Ah, c'est un film que je recommande à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, qui est un film assez remarquable, où c'est une opération militaire d'un Américain moyen qui est un militaire qui est congelé et qui se réveille, je crois, 500 ans après. Et en fait, l'humanité a régressé au niveau de l'intelligence, et il se retrouve dans un monde où plus rien ne marche, et en fait, il n'y a plus que des obèses, métisses, donc tout est cassé, il y a des poubelles partout, les immeubles tombent, et donc il y a plus donc ces obèses métissées qui ont un écouteur dans l'oreille, une paille dans la bouche pour manger sans arrêt, et une sonde dans le derrière, quoi. Et ils sont comme ça devant leur écran, reliés avec leur fil, et le président, c'est-à-dire qui est l'homme le plus intelligent de cette époque, est un catcheur noir américain. Enfin, vraiment, faut regarder ce film qui est vraiment, et qui fait vraiment réfléchir. Quand on voit là, je regardais, c'est pareil, en Pennsylvanie. La conférence de presse, les équipes électorales de Pennsylvanie ont donné une conférence de presse et on était vraiment dans l'idiocratie, quoi. C'était absolument terrible. C'est tout juste, c'était pas. Je veux dire, même les rappeurs sont au-dessus, puisque maintenant les rappeurs qui vendent des disques, même eux appellent à voter Trump, quoi. Ouais. Mais vraiment, si vous voulez, on est en dessous de tout. C'est vraiment idiocratie. Ouais, je comprends. Bon, alors le projet là, que vous décrivez est purement cosmopolite, hein, c'est l'effacement de toutes les frontières nationales, mais aussi ethniques, mais même morales et puis sexuelles, évidemment. Alors, je vais finir par 2 citations. Ouais. Là, donc ça c'est Antonio Guterres, donc le secrétaire général des Nations Unies, qui est l'ancien président de l'International socialiste, qui me dit, donc lui participe au Grand Reset, et il dit: la pandémie Covid-19 démontre ce que nous savons tous. Des millénaires de patriarcat ont abouti à un monde dominé par les hommes, avec une culture dominée par les hommes, qui nie à tout le monde, femmes, hommes, filles et garçons. Enfin, quel est le rapport entre le Covid-19 et un péchi-précha féministe, quoi? Oui, c'est extraordinaire. Alors, je continue parce qu'il y a quand même des choses hallucinantes. L'endurcissement de la pandémie de coronavirus expliquera un réseau de surveillance mondiale. La recherche des contacts a une capacité inégalée et une place quasi essentielle dans l'arsenal de lutte contre le Covid-19, tout en étant en même temps positionné pour devenir un catalyseur de la surveillance de masse. Ouais. Vous voyez, alors là, rien. Alors là, il nous explique: plus la croissance démographique est élevée, plus nous perturbons l'environnement, plus le risque de nouvelles pandémies est élevé. Donc là, on comprend qu'en fait, toute la propagande anti-vie, c'est-à-dire pro-avortement, etc., est en fait, comment dirais-je, motivée par un projet de réduction de la population mondiale. Et là, il y a une phrase qui est hallucinante. On nous dit: la fragilité des États reste l'un des défis mondiaux les plus critiques, particulièrement répandus en Afrique. La rupture des chaînes commerciales et d'approvisionnement causée par la pandémie provoquera une dévastation immédiate.
l'un des effets les plus évidents pour les parties les plus riches du monde de la misère économique, du mécontentement et de la faim dans les États les plus fragiles et les plus pauvres, consistera en une nouvelle vague de migration de masse dans sa direction comme celles qui ont lieu en Europe en 2016. Donc si vous voulez, en fait, vous avez un double effet, c'est-à-dire une rupture des chaînes commerciales et d'approvisionnement, ce qu'on appelle la fameuse chaîne de valeur, qui en fait est voulue pour créer, en fait, pas le virus qui va tuer, c'est la lutte contre le virus qui va tuer, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc des famines, si vous voulez, en Inde et en Afrique, et avec le chantage émotionnel à accueillir les migrants. Ça veut dire qu'il y a la plupart des Africains sont amenés à mourir, et ceux qui resteront sont destinés à venir en Europe. Donc en fait, c'est la mort de tous les peuples, si vous voulez. Personne n'est épargné. Et je signale à cet effet que les économistes du climat qui participent à l'opération, et ça, je publie dans les documents et les citations, qui sont des conseillers du gouvernement allemand, qui sont des conseillers du gouvernement britannique, qui sont même des conseillers du gouvernement français, ont établi que la limite, parce qu'on parle toujours de la frontière de la planète, de la frontière planétaire. Vous voyez, tous les ans, vous avez droit, à peu près au mois de juillet, à cette année, nous avons épuisé les ressources de la planète pour l'année. Vous voyez cette information-là. Tous les ans, vous y avez droit. Et en fait, la frontière planétaire a été établie entre 500 millions et 1 milliard d'habitants. Donc en fait, les tenants du Grand Reset veulent réduire la population mondiale, donc des 7 milliards. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de surpopulation, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ils veulent réduire de 7 milliards aujourd'hui à entre 500 millions et 1 milliard. Et au nom de l'écologie. Donc moi, la question que je pose, quand je vois par exemple, je sais pas moi, un intermittent du spectacle avec des dreads qui vote écologiste, etc. Bon, on en connaît tous un dans notre famille ou dans notre entourage, un copain. Je dis, mais honnêtement, est-ce que tu penses que pour ces gens-là, toi qui es écologiste, si on va au bout de la logique, est-ce que tu penses vraiment que pour ces gens-là, tu es dans les 6 milliards qui doivent mourir ou tu es dans les 1 milliard qui doivent rester? Est-ce que ton utilité est suffisante pour être intégré au projet? Il faut vraiment aller au bout du raisonnement. Hein, et alors là, donc là, à la fin du Grand Reset, le Forum économique mondial nous dit bienvenue en 2030. Le Grand Reset a dit je ne possède plus rien, je n'ai plus de vie privée, mais la vie n'a jamais été aussi belle. Vous voyez? Et c'est ça le monde nous promet, donc un mélange de transhumanisme, de contrôle des naissances. Donc en fait, c'est le monde sans contact, hein, si vous voulez. Ouais, bien sûr. Un monde asocial et puis de surveillance totale. Quoi. Voilà, donc, et puis c'est surtout en fait les élites occidentales, enfin les soi-disant élites occidentales, parce que en fait, ce ne sont pas des élites, hein, il suffit de voir les conférences de presse quotidiennes d'Olivier Véran ou les interventions médiatiques d'Emmanuel Macron pour comprendre qu'on n'a pas affaire du tout à des élites. Des élites. En Occident, il y en a, mais on leur donne absolument pas la parole, et voir on les persécute, parce que dans tout ce plan du Grand Reset, par exemple là on voit une grande opération sur la folie que provoquerait le confinement. Et si vous voulez, là on va vraiment revenir à quelque chose de bolchevique, c'est-à-dire que les opposants politiques vont être taxés de fous et internés comme fous. Et là d'ailleurs on voit une vague de répression absolument sans précédent depuis d'ailleurs l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice, avec toute la censure qui s'opère sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est la partie marginalisée, mais si vous voulez, là on est à un niveau où le président des États-Unis, ses communiqués sont censurés. Aujourd'hui, il y avait une conférence de presse de son avocat, Rudy Giuliani, qui n'a pas été diffusée ni sur CNN, ni sur Fox News a diffusé les paricots tranchaines, si vous voulez. Donc on est dans quelque chose d'hallucinant, avec une propagande de guerre, puisqu'on est rentré dans une propagande de guerre. Tout est rien. Par exemple, je prends l'exemple, sur Didier Raoult. Didier Raoult, on l'a présenté comme étant un excentrique un peu fou. Mais ce qu'on n'a jamais dit sur Didier Raoult, c'est que son hôpital à Marseille, qui est un hôpital flambant neuf, qui a été inauguré en 2018, il faut savoir que c'est inscrit dans le programme de ce qu'on appelle les IHU, d'accord? Et les IHU ont été les grands vainqueurs du grand emprunt de Nicolas Sarkozy. Ça a coûté plusieurs centaines de millions d'euros aux contribuables français, d'accord? Qui ont été attribués aux IHU. Et l'IHU, pourquoi l'État français l'État a accordé ces sous à Didier Raoult? Précisément pour qu'on ait un institut capable de gérer une éventuelle pandémie. C'est-à-dire que quand Didier Raoult il sort du bois au début de l'épisode coronavirus, il sort pas du bois gratuitement parce que c'est un fou comme nous l'ont dit les médias. Il sort du bois parce que l'État a mis des centaines de millions d'euros sur lui pour qu'on puisse être prêt en cas de pandémie. Et donc lui arrive, propose sa solution, qui n'est pas sa solution, qui est la solution qui a été expérimentée en Chine, d'ailleurs, qui est appliquée en Russie, qui est appliquée en partie aux États-Unis, au Brésil, qui est appliquée dans la plupart des pays du monde. Et ce type est présenté comme fou, vous voyez. Et pourquoi il n'y a pas d'autre justification? Il n'y a pas d'autre justification. En fait, là, il ne s'agit pas d'un événement sanitaire, il s'agit d'un événement politique. Et tant qu'on reste, ceux qui continuent de considérer le Covid-19 comme un événement sanitaire ne peuvent rien comprendre. Et sont voués à devenir fous. Parce qu'en fait, si on continue à le penser comme sanitaire, on ne voit que des dysfonctionnements, alors que si on l'analyse comme politique, on en comprend toute la cohérence. Ouais. Écoutez, alors laissons ça, merci Xavier Poussard, laissons ça donc à la réflexion des auditeurs. Et je voudrais, si vous êtes d'accord, laisser un petit peu justement la parole à nos auditeurs, parce qu'il y a pas mal de messages et puis le temps passe. Hein. Donc Clotilde va nous lire ces messages un par un, et puis vous répondrez à chaque fois, si vous souhaitez d'ailleurs. Clotilde, à vous. Bonsoir. Peut-on connaître le titre exact de ce livre, son auteur, S. Schwab, sa première année de parution, à l'étranger, en France, son éditeur et son prix? Il s'agit de la publication du Forum économique mondial dont nous avons parlé au début. C'est très simple. L'ouvrage s'appelle Covid-19, The Great Reset. Ça peut être plus simple. Et l'auteur, donc c'est co-signé par Klaus Schwab et par son bras droit, qui s'appelle Thierry Malray, qui est l'organisateur sous les dépens de Davos, et qui est un consultant financier. Donc a commencé au cabinet militaire de Jacques Chirac à Matignon, donc pendant la première cohabitation, qui ensuite a rejoint la banque Catali, que Jacques Attali avait montée à Londres. Et puis ensuite, il a été le chef économiste d'Alpha Bank, qui est une banque contrôlée par un oligarque russo-israélien qui s'appelle Michael Friedman. Donc ce livre s'appelle Covid-19 The Great Reset. Vous pouvez l'acheter à la FNAC. Il est sorti début juillet à l'international. Il a été traduit fin octobre en français. Et les documents est la seule lettre confidentielle qui en a fait un résumé, un condensé en tirant les meilleures citations. Bon, très bien. Message suivant, s'il vous plaît. On entend souvent en vrac des noms de banques importantes, Rothschild, Goldman Sachs, Morgan, mais sans jamais connaître la hiérarchie de puissance entre elles. Existe-t-il un ouvrage qui traite de cette question précise? En clair, qui est la patronne financière de la planète? Merci pour cette émission passionnante.
Alors cette question, elle est très intéressante. Alors pour l'instant, c'est-à-dire, je vais être très clair. Alors j'ai beaucoup réfléchi à ça en travaillant sur l'affaire Epstein, qui est une affaire de pédophilie en partie, mais qui n'est pas seulement ça. L'affaire Epstein, c'est comment Donald Trump a exposé, je dirais, le nouvel ordre mondial dans son cœur nucléaire. Vous voyez, puisque, et ça c'est pas une théorie que j'avance comme ça, c'est pas parce qu'une information est pas répétée à l'infini qu'elle est fausse. Hein. Je veux dire, une information peut très bien passer inaperçue et être intégralement centrale. Là, je disais donc déjà pourquoi je dis ça, parce que l'avocat des victimes de Jeffrey Epstein et du réseau de prostitution mineure qu'il avait mis en place avec la complicité, voire sous les ordres de Ghislaine Maxwell. Donc cet avocat des victimes a déclaré à la presse aux États-Unis, c'est très simple, sans l'aide de Donald Trump, on ne s'est arrivé à rien, c'est lui qui nous a expliqué comment ça marchait. D'une part, et d'autre part, dans un livre à charge contre Donald Trump sur les liens entre Donald Trump et la mafia, même l'auteur reconnaît, on nous dit que Donald Trump est impliqué dans l'affaire Epstein. Or, sans l'intervention de Donald Trump, l'affaire Epstein n'aurait jamais éclaté. Or, que montre l'affaire Epstein? Elle montre que toutes ces banques, que ce soit JP Morgan, Blackstone, BlackRock, Vanguard, BNP Financial, Goldman, tout cet appareil en fait sont des banques qui sont, comment dirais-je, tout ce système est interimbriqué, si vous voulez, elles sont toutes actionnaires des unes des autres, avec des actionnariats plus ou moins opaques. D'ailleurs, leurs dirigeants peuvent passer d'une banque à l'autre sans que cela pose problème, hein, qui devrait quand même interroger comment on peut passer de Morgan Stanley à Barclays. Vous voyez, normalement, ça devrait pouvoir poser problème si elles étaient concurrentes. Or, ce que révèle l'affaire Epstein, c'est qu'au sommet de ce nouvel ordre mondial, dans ces quatre versants que j'ai décrits, c'est-à-dire GAFA, cette finance, les grands médias et le Big Pharma, on retrouve ce qu'on appelle, ce qui s'appelle le méga groupe. Et d'ailleurs, ça a été dans des conversations interceptées par le FBI à la fin des années 90, entre des officiers israéliens, par les biens de méga. Donc c'est une taux infiltrée au plus haut sommet de l'État américain. Et on a découvert ensuite, enfin c'est pas moi qui l'ai découvert, des articles sont parus dans le Wall Street Journal, hein, je peux pas faire de sources plus officielles. En fait, ce méga était ce qu'on appelle un méga groupe, et un certain nombre de gens étaient étonnés, qui sont des hauts responsables de la finance et des milliardaires, disons, liés à la communauté juive américaine. Et ce méga groupe a deux représentants en France qui sont connus absolument de tout le monde, que sont Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy. Et ça, encore une fois, cette information est parue dans la presse israélienne, dans Haaretz. Donc si vous voulez, la documentation est à la fois très faible, parce qu'évidemment, on ne va pas vous balancer ça sur BFM, sinon c'est fini. Mais en tout cas, toutes les preuves sont là, puisque la révélation des documents relatifs à Epstein, plus tout ce qu'on peut mettre bout à bout dans la presse américaine, je dirais institutionnelle, c'est-à-dire le Washington Post, le Wall Street Journal, le New York Times, etc., décrivent exactement ce système occulte qui en fait sont les soi-disant élites occidentales dont je parlais et qui tentent de se maintenir au pouvoir en fait avec cette grande réinitialisation, puisqu'en vérité ils sont en train de perdre ce pouvoir et c'est justement l'enjeu des élections américaines. Ouais, c'est parfait, c'est très intéressant justement, je voulais vous dire un mot de ça et c'est fait. Clotilde, encore un message? Bonjour, quel dommage que vous n'ayez pas parlé du seul film que tout le monde doit voir actuellement, Hold Up. Bon ben voilà, c'est fait. Alors, Sophie n'a pas besoin de radio courtoisie pour avoir de la publicité. Non, alors on en parlait justement, on peut parler l'émission pour ne rien cacher. Alors pour être tout à fait honnête, je l'ai pas vu. Des gens qui l'ont vu m'en ont parlé, alors plus ou moins en bien en vrai. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'abord que ça révèle une prise de conscience massive, ça révèle une attente du public. Je pense que les réalisateurs du documentaire arrivent aux mêmes conclusions à peu près que les nôtres. Dans les détails peut-être pas, mais globalement, et en fait tout le monde arrive à peu près aux mêmes conclusions. C'est ça qui est très intéressant, c'est que tout le monde comprend bien, comprend au moins qu'il y a anguille sous roche. Ouais. Quand on dit un type qui est un petit commerçant, on lui dit bah non, chez toi on chope le Covid, mais par contre chez Carrefour, le Covid il n'existe pas. Tout le monde comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. Quand on dit un médicament qui coûte 5 € la boîte, ah bah non, a priori c'est mauvais, et que on attend le vaccin. Pourquoi faudrait le vaccin? Il y a plein d'autres maladies pour lesquelles on n'a pas besoin de vaccin. Pourquoi là? Et d'ailleurs on n'attend pas un vaccin, on attend le vaccin. Vous voyez, même dans la sémantique, tout le monde sent qu'il y a quelque chose d'extrêmement bizarre. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est ce déchaînement, c'est-à-dire que ce film a rencontré un certain succès. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des journalistes qui viennent des gros médias, de TF1 et de France 3, il me semble. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit une prise de conscience, je dirais, chez les journalistes, je dirais lambda, qui travaillent dans les médias de corporation, comme on dit aux États-Unis. En fait, ils ont plus, non seulement ils peuvent se régaler en étant libres, mais en plus ils peuvent gagner plus d'argent qu'en travaillant pour les médias normaux. Et ça c'est très intéressant. C'est tout à fait nouveau, si vous voulez. Ça c'est tout à fait nouveau. Bon, en tout cas, c'est très, moi je l'ai pas vu, hein, si vous voulez, mais de toute façon tout ce qui peut faire toucher les lignes est intéressant. Beaucoup de gens aussi ne lisent pas. Moi, par exemple, j'ai un journal, je peux le lire, et je sais qu'aujourd'hui beaucoup de gens, malheureusement, par l'effet conjugué du pédagogisme, des jeux vidéo et du cannabis, et bah, malheureusement, il y a des nouvelles générations qui ne lisent pas. Donc si elles peuvent avoir une prise de conscience par un support qui soit un support de documentaire, et bien pourquoi pas. Alors d'ailleurs, je signale qu'on peut voir désormais ce documentaire librement sur Internet. Clotilde, ce qui est intéressant, non, pour finir, c'est très intéressant, c'est qu'on voit aussi que les réalisateurs ont été taxés d'antisémitisme, qui devient un truc absolument délirant, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut être taxé d'antisémitisme pour absolument n'importe quoi. Si vous voulez, on est chez les fous. Mais c'est l'arme ultime, bien sûr. Il y a plus que ça. C'est ça, mais c'est-à-dire que ça devient, si vous voulez, c'est l'homme qui crie au loup, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire que vraiment. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il faut les taper au portefeuille. C'est-à-dire que dans les éléments de communication, là, j'ai bien vu, c'était Tristan Mendès France qui menait la cabale contre ce film, était sidéré par l'argent qu'avaient levé les réalisateurs du documentaire en crowdfunding. Ça, c'est un truc qu'il faudra suivre. Est-ce que cet argent va leur être repris au titre de
la lutte contre la haine et la lutte contre le complotisme. Est-ce qu'on va avoir des lois contre le complotisme? Ouais. Là, il faut suivre aussi toutes les suites de l'égorgement de Samuel Paty, où en fait les gens s'imaginent au début, c'est bon, ils ont pris la mesure de la lutte contre l'islamisme et de la lutte contre l'immigration. Non, pas du tout. C'est en fait, ça va engendrer une répression de l'extrême droite, puisqu'en fait on passe du séparatisme au suprématisme blanc, donc ça devient la nouvelle lutte. Vous verrez que les principales victimes, la réponse du gouvernement à l'égorgement de Samuel Paty, ça va être la dissolution de générations identitaires. Vous verrez, je fiche un pied, parce qu'au sommet de l'État, il y a une obsession sur le suprématisme blanc. Et par ailleurs, les associations cultuelles musulmanes vont sortir de la loi de 1901 pour rentrer dans la loi de 1905 et donc pouvoir bénéficier de subventions. Vous voyez, donc si vous voulez, vous avez le nationaliste de base qui se dit enfin ils prennent conscience qu'il y a un problème avec l'immigration et l'islam, admettons, et en fait il va découvrir dans quelques semaines qu'en fait il y aura encore plus de subventions pour les associations musulmanes et que par contre certains groupes nationalistes vont être dissous au nom de la lutte contre le séparatisme. Vous voyez? Mais oui. Clotilde. Un autre message d'auditeur. Il semblerait que Bill Gates soit davantage impliqué dans le grand reset via la Bill et Melinda Gates Foundation et l'intérêt monomaniaque pour la vaccination que par le biais de Microsoft. Bien qu'il semble probable que sur le plan digital, le confinement ait permis par ailleurs de procéder au repérage et au marquage numérique de chaque être humain, dans une optique d'inventaire mondial humain, du monde futur d'asservissement de l'humanité, selon l'agenda 21 ou 2030. La grande réinitialisation en est le point de départ. Merci pour votre radio salvatrice. Un commentaire, Xavier Poussard? C'est-à-dire que si, là, il vient un vaccin. Alors, c'est des vaccins ARN messagers avec des nanoparticules, etc. Mais si vous voulez, en fait, donc c'est un vaccin qui est destiné à implanter des éléments dans le corps qui interagissent avec et qui interagiront à terme avec la 5G, si vous voulez. Et donc, en fait, là, vous retrouvez, c'est exactement l'intérêt du brevet qu'il dépose, c'est-à-dire il dépose un brevet, si vous voulez, d'une monnaie qui soit comme un bitcoin, quoi, c'est-à-dire une monnaie par blockchain, si vous voulez, en fait, les fermes de forage de monnaie numérique sont en fait remplacées par l'activité corporelle. Donc en fait, on voit bien qu'avec le vaccin, à la fin, vous avez quelque chose qui mesure votre activité corporelle, donc l'énergie que génère votre corps, qui lui-même alimente une monnaie, qui lui-même alimente la monnaie mondiale. Et donc là, en fait, Microsoft retombe sur ses pattes, si vous voulez. En fait, il en sort pour revenir. Et je précise à ce niveau-là que Bill Gates, si vous voulez, c'est comme Macron, si vous voulez, c'est un porte-parole de quelque chose. Il faut s'intéresser à toute l'histoire de Microsoft, il faut s'intéresser aux liens, je le redis, entre Bill Gates et Jeff Epstein, tout ça est dans les documents. C'est sorti dans les grands médias américains. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le Ronan Farrow, qui est officiellement le fils de Woody Allen, qui a sorti l'affaire dans le New York Times. Donc là, on se fait, faut bien savoir, Woody Allen était voisin d'Epstein, d'un petit américain. Donc en fait, le fils lui-même de Woody Allen est devenu un lanceur d'alerte, et c'est lui qui, dans le New York Times, a sorti tous les liens qui existaient entre si Epstein n'avait pas été arrêté. Aujourd'hui, il serait à la manœuvre il serait dans le tour de table du Henri Dess. Donc voilà, donc, toute cette opération de manipulation, de création de figures médiatiques et de réseaux qui se cachent, de réseaux occultes qui se cachent derrière ces figures médiatiques. Donc les Bill Gates, c'est très sympa parce que Bill Gates a permis d'avoir un type bon, qui est souriant, machin, sur Wikipédia, c'est un catholique, quoi. Donc en fait, ça va, Bill Gates, c'est un catholique. Puis en fait, quand vous regardez qui est derrière Bill Gates, vous avez carrément zéro catholique, quoi. Donc faut toujours, c'est comme les gens qui sont pas à Macron, bien regarder l'entourage, bien regarder qui est Alexis Colère, s'intéresser au dessous des cartes et pas rester à la surface des choses. Ouais. Un autre message? Je pense depuis un certain temps que nous sommes dans un pays communiste. Certains adoptent un comportement de capot, cordialement. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de commentaires. Un autre message, Clotilde? Une auditrice nous dit qu'il vaut mieux prononcer reset et non pas reset, et elle nous dit bien courtoisement. Et elle vous remercie d'ailleurs. Et un autre message, cette réinitialisation est en vérité le retour d'une société qui fonctionne sur un mode communiste. La surveillance partout. J'invite Monsieur Poussard à visiter un site qui s'appelle La Quadrature du Net. Un autre phénomène qui s'installe durablement en France. Il s'agit de la fin du salariat, dans l'attente de vous entendre. Xavier Poussard, vous connaissez peut-être ce site? Oui, avec des choses intéressantes et puis des réserves, mais oui, je connais ce site. Alors oui, sur la fin du salariat, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, si vous voulez, dans le projet, en fait, nous sommes plus qu'une zone de consommation. Et donc, si vous voulez, comment on occupe des consommateurs assignés à résidence. Et donc là, vous voyez se mettre en place deux éléments qui sont centraux et vous verrez se mettre en place dans les mois qui viennent. Alors d'abord, il va y avoir une annulation des dettes des gens. Parce qu'il faut quand même que les gens puissent accepter, donc on les mène par le bout du nez. C'est-à-dire qu'en fait, on va annuler leurs dettes. Et en fait, on va leur dire, bon, on annule vos prêts, vos dettes, etc. Et puis, en contrepartie, on met la main sur votre appartement, sur votre maison, sur votre résidence secondaire. Hein, c'est bien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, vous n'êtes plus propriétaire de rien. Et en contrepartie, vous allez perdre votre travail, mais vous aurez un revenu universel. Il y a même des projets qui sont étudiés dans les loges maçonniques, et j'ai publié tous les documents dans ces documents, de revenus universels qui seraient versés par une monnaie électronique, qui seraient en fait des points où vous pouvez dépenser que pour des achats éco-certifiés. C'est-à-dire qui définit l'éco-certification. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Donc voilà, donc là, vous aurez le RSA, et il y a d'autres sujets, ça va être la légalisation du cannabis. C'est-à-dire qu'en fait, on faut abrutir les gens, quoi. Vous venez dans votre télé avec des machins, voilà, et vous êtes abrutis au cannabis. Alors, ce qui est énorme, c'est que l'argumentaire de la légalisation du cannabis, c'est que c'est thérapeutique. Et alors là, il faut vraiment que les gens, on prend vraiment les gens pour des imbéciles, quoi. Ça, on nous a expliqué depuis 30 ans que fumer tue, mais par contre, le cannabis, c'est thérapeutique. Enfin, si vous voulez, c'est que des choses dysfonctionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui croit à la parole officielle, je sais pas, c'est mathématique. Mais rien ne tient, quoi. Oui, écoutez,
Je pense que c'était assez éloquent, assez clair. Ce sera d'ailleurs notre conclusion, puisque nous devons malheureusement clore cette partie de l'émission. Xavier Poussard, merci beaucoup pour votre participation. Merci de l'invitation. Donc, faitdocuments.com, et puis retrouvez-nous à la librairie Vincent. Donc, pareil, pour trouver l'adresse sur Internet, j'ai pas l'adresse précise en tête, à la librairie Vincent pour retrouver donc mon camarade Vincent. Et et seulement si, le confinement prend fin, et j'appelle aussi les gens à prendre conscience que tout n'est pas perdu. Regardez au Danemark, il y a eu plusieurs nuits de protestation et le gouvernement a reculé. Dans la province de Naples, les gens sont descendus dans la rue et le gouverneur de la province a reculé. Donc je dis rien n'est perdu. Là on va voir aussi beaucoup dépendre de l'élection américaine. D'ailleurs Strauss-Kahn le dit de façon très claire ici sur Covid-19, tout dépendra de l'élection américaine. Et là on voit qu'après la visite de Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères de Donald Trump à Paris, alors je ne sais pas s'il est venu leur dire aucune conversation réputée, mais on voit déjà que là le gouvernement fait un petit peu marche arrière. Alors est-ce qu'il recule pour repartir? Enfin, en tout cas on voit bien qu'on est dans une opération disons de manipulation des masses où les gens sont testés, et je dis aux gens donc bien se renseigner pour comprendre la cohérence de ce qui nous est infligé, et bien s'organiser, parce que si notre action est forte, le gouvernement recule. Voilà, et le pouvoir recule parce qu'en fait ils sont très très peu nombreux. Pour paraphraser, pour citer Staline, je dirais le grand reset, combien de divisions? On va pas se faire mettre à l'amende par Macron et 5 LGBT, quoi. Donc voilà, donc tenez bon, et pour ça tous les petits commerçants qui comme nous voient leur chiffre d'affaires fondre, qui s'endettent, c'est vrai que c'est très compliqué, mais plus notre action sera rapide et plus elle sera collective, plus vite nous en finirons. Voilà. Bon, merci pour cette belle conclusion, et à bientôt j'espère. À bientôt, au revoir. Au revoir.